Donc, on est ravis de vous accueillir pour cette première session d'échange sous forme de webinaire sur le thème de l'entreprise à mission et comment s'y prendre pour vous donner des clés pratiques concrètes sur ce sujet. Je suis ravie d'accueillir Jean-François Hierle de FIDAL, qui est avocat en droit des sociétés. Donc c'est l'occasion d'avoir aussi le point de vue d'un expert qui intervient beaucoup sur ces sujets, notamment parce que il y a un cadre juridique très fort autour de cette notion d'entreprise à mission. On va vous en parler de façon très concrète pendant une demi-heure et puis on pourra aussi échanger autour de vos questions. On a une petite demi-heure ensuite ensemble, donc on se donne une heure pour vous parler, pour parler ensemble, donc une demi-heure pour vous présenter, partager tout ce qu'on a envie de vous délivrer autour de ce sujet, et puis une demi-heure de questions-réponses. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez aussi en bénéficier. Nous vous l'enverrons ensuite si vous avez envie de vous référer à certaines informations que vous n'avez pas forcément notées. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sandrine pour cette occasion d'échanger à propos d'un sujet d'actualité et passionnant. Donc Digitally, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, là on est en petit comité, donc je vais faire rapide. Donc, on est vraiment positionné comme un accélérateur de transformation numérique, mais aussi d'innovation sociale. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à ces sujets d'accompagnement, notamment à la réflexion autour de comment on définit sa raison d'être, comment on définit des engagements qui permettent d'aller plus loin dans l'impact qu'on souhaite apporter en innovant à des enjeux sociétaux comme l'environnement ou bien le social. Voilà. Alors FIDAL, c'est un cabinet d'avocats, mais essentiellement tourné vers le conseil. On fait également du contentieux, mais on conseille les chefs d'entreprise et les entreprises, quelle que soit leur forme. Et on couvre le territoire national. Notre particularité, c'est d'être à la fois national et même avec des correspondants à l'international, mais aussi avec une forte implication locale, puisque nous avons environ 90 bureaux sur le territoire métropolitain. Et nous en avons également les dom-toms. Nous sommes donc amenés à conseiller les chefs d'entreprise et les entreprises de toute taille dans des problématiques diverses qui les touchent, que ce soit le droit social, le droit fiscal, le droit des sociétés qui est ma partie, et notamment, mais également l'environnement, le droit public, etc. Nous avons dans le droit la matière qui me préoccupe le plus, corporate. Donc aujourd'hui, une actualité dont on va parler, c'est effectivement les incidences que la loi Pacte, notamment, aura sur le comportement des dirigeants et les buts que doivent poursuivre les sociétés commerciales. Alors oui, pourquoi parler d'entreprise à mission actuellement on va revenir sur l'actualité juridique et légale, mais c'est aussi finalement une question importante qu'on se pose de plus en plus aujourd'hui, où on se rend compte que finalement l'impact positif au sein des entreprises, cette démarche d'impact positif, c'est aussi une façon de restaurer la confiance. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes les populations sont concernées par cette notion de défiance par rapport à tous les enjeux qu'on connaît, climatiques, sociaux, et il y a finalement une prise en compte importante sur l'entreprise qui a été jusqu'ici une partie du problème et qui peut devenir aujourd'hui une partie de la solution pour s'adresser à ces grands enjeux autour de l'environnement et du social. Quand on voit les institutions aussi qui ne sont pas forcément les seules à pouvoir agir et qui se sont aussi parfois démunies face à tous ces grands enjeux, l'entreprise peut apporter aussi une contribution. C'est une attente forte, notamment de tous, on va dire, mais de toutes les populations. C'est plus simplement un sujet, ces engagements-là, un sujet qui concerne des activistes, tout le monde, et notamment auprès des jeunes. On a quelques chiffres là qu'on a souhaité vous mettre en avant pour aussi montrer que beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent inquiets. 94% des jeunes Français, c'est quand même pas anodin par rapport à toutes ces problématiques, tous ces sujets de climat, de social.
que 73% des personnes de la génération Y sont vraiment prêtes aussi à payer plus pour des produits responsables, donc avec une vraie envie de contribuer, notamment sur le plan voilà, économique et consommation et engagement du quotidien. Donc il y a quand même un sujet aussi pour les entreprises. Et puis 62% de ces membres de la génération Y qui ne veulent pas travailler dans des entreprises qui ne seraient pas responsables. Donc là, on est quand même aujourd'hui sur un enjeu très très fort, à la fois de prise de conscience et de responsabilité, on va en parler tout à l'heure, mais aussi d'enjeux de marque employeur et d'impact commercial. Alors, ces préoccupations, on les ressent, et lorsqu'on est conseil de chefs d'entreprise, on voit bien qu'elles sont partagées de plus en plus. Les événements climatiques que l'on vit actuellement sont également source d'interrogation, d'interpellation de chacun. Et cette loi, la loi Pacte, qui est donc de fin mai publiée, et enfin publiée après de longs mois de discussion, qui est une loi qui couvre de nombreux secteurs, porte en elle-même des nouveaux dispositifs qui sont effectivement de nature à interpeller les chefs d'entreprise. En tout cas, les chefs d'entreprise doivent s'y intéresser sans qu'il s'agisse nécessairement de viser automatiquement le statut d'entreprise à mission, à mission comme on le verra. Il n'empêche que toutes les sociétés commerciales sont concernées. Et ça, c'est quand même la grande nouveauté, parce que nous avons aujourd'hui un corps de règles qui s'étend à toutes les sociétés commerciales, et donc tous les dirigeants doivent aujourd'hui s'interroger. Et ils le feront avec d'autant plus d'opportunités que leur responsabilité, on le verra, peut être engagée, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'un défi qui peut toucher leur modèle économique, et donc de ce point de vue, interroger l'avenir même de leur entreprise. Alors, si on veut vous faire quand même participer à ce stade-là, est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous dire pour vous, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça évoque pour vous l'entreprise à mission? Je pense que vous êtes plutôt bien renseignés. Enfin, je vois les personnes qui sont présentes, mais voilà, si vous voulez nous dire en quelques mots, parce qu'on va y revenir et puis répondre ensuite à vos questions. Alors, attendez, je vais accepter des participants qui nous rejoignent. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Guylaine Blancard de Diverséa Conseil. Bonjour. Bonjour Guylaine. Excusez-moi pour le retard. Bonjour. Pas de problème. Bienvenue. Donc on continue. On va dérouler parce que on avait déjà un petit peu introduit le sujet et on va respecter le timing. Mais bienvenue. Donc on est sur la question collective qui est de vous interroger sur, pour vous, qu'est-ce qu'évoque l'entreprise à mission, en un ou deux mots, si vous voulez, chacune prendre la parole. N'hésitez pas à intervenir si vous avez voilà, des réflexions dont vous souhaitez nous faire part. Peut-être que ça n'évoque rien, mais dans ce cas-là, c'est aussi une information intéressante. Alors, je vais commencer. Donc, Marion Berthaud, Mobilis, il s'agit d'une start-up qui vise à trouver des solutions numériques de compensation de la dyslexie. Et on a inventé un format de livre numérique qui embarque toute une série d'aides à la lecture et qui permettent de favoriser la lecture, enfin de diminuer l'effort de lecture et donc de rendre des écrits accessibles pour des personnes dyslexiques. Et on propose en fait des bibliothèques numériques sur mesure à des structures, à des écoles, à des associations. Donc, comme vous le voyez, l'idée de mission et de mission de lutte contre, de favoriser l'inclusion d'élèves handicapés, de lutter contre l'illettrisme, de l'accès à la culture, ça s'inscrit vraiment dans le cœur même de l'enjeu de la création de la start-up. Et donc, moi aujourd'hui, les difficultés que j'ai, c'est qu'on entend parler de société à impact positif, ou de projets à impact positif, on entend parler de responsables, on entend parler d'entreprises à mission, d'économie sociale et solidaire, de RSE. Tout ça, c'est un vocable qui désigne un maelstrom de je ne sais pas très bien quoi. Et
Là, vous parlez d'entreprise à mission précisément. Donc, ça a l'air d'être un statut en particulier. À quoi sert ce statut? Pourquoi? Comment? À qui il est destiné? Nous, on a fait une démarche l'an dernier d'agrément ESUS. Donc, on est donc identifié sur le CABIS comme appartenant à l'économie sociale et solidaire. Ça nous a ouvert des financements. Donc, quand j'ai vu le webinaire entreprise à mission, je me suis dit, OK, ça va plus loin. On est moins dans la partie associative, bénévole, qui nous a posé beaucoup de difficultés, puisque nous, on s'inscrit clairement dans un domaine marchand. Donc, on est dans l'ESS souvent perçu comme OVNI, parce que dans un modèle marchand. Et donc, je me dis peut-être que là, dans entreprise à mission, le premier mot, c'est entreprise, ça me va bien. Donc, qu'est-ce que ça… Voilà, comment faire… Ok, si chacun peut couper son micro quand quelqu'un parle et puis le réactiver s'il y a un souhait de parler pour qu'on puisse bien entendre tout le monde s'exprimer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Sachant que l'idée, c'est, merci en tout cas de ce partage. On a bien compris qu'effectivement, il faut faire un peu la clarté sur les différents termes qu'on utilise, les différents statuts, on va dire, et les différentes possibilités de s'engager en tant qu'entreprise au-delà de l'impact économique. Donc on le note. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous faire part de ce que ça évoque pour elles, l'entreprise à mission, en faisant court, parce qu'on essaie de respecter aussi le timing, donc je vais toujours un peu être vigilante et vous rappeler à l'ordre quand ce sera nécessaire. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer, activer son micro, ou est-ce que on continue? C'est bon pour tout le monde? Bon, qui ne dit mot consent, donc on va continuer. Alors oui, on peut éventuellement rebondir sur l'intervention précédente, tout de suite, sur dire simplement que le sujet de clarification, c'est en tout cas ce qu'on espère vous apporter aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui est nécessaire, parce que ça a été évoqué. On a différents sujets qui viennent percuter un peu cette appellation d'entreprise ou de société à mission, qui est un synonyme en réalité entretenu par le rapport Notas-SONA, dont la loi PAC sur cet aspect-là est issue. Et c'est vrai que c'est un synonyme qui n'est pas tout à fait exact en droit, mais qui aujourd'hui, on peut l'utiliser de façon simple. Pourquoi? Parce que le thème aujourd'hui qui nous préoccupe, effectivement, concerne les sociétés commerciales. Et donc, effectivement, le premier but d'une société commerciale, c'est de créer de la richesse. Donc, on est effectivement dans un domaine qui a été évoqué, le domaine lucratif. Et même si on est sensible au statut proposé par l'économie sociale et solidaire, on a quand même le corps de règles qui se situe dans une réglementation propre aux sociétés dites commerciales. Voilà. Donc, on est effectivement dans un sujet qui est un peu à cheval et qui, aujourd'hui, doit être clarifié compte tenu d'une habitude française qui est ancienne, hein, qui est de multiplier un peu les statuts, les réglementations, sans nécessairement se soucier de la cohérence du tout. C'est ça. Et la loi Hamon de 2014, qui a profondément enrichi, remanié l'économie sociale et solidaire, n'a pas été effectivement considérée comme étant un élément à prendre en compte le regard de l'objectif que poursuit la loi. Ok, je suis de retour. Excusez-moi, je crois que ça a coupé. Oui, ça avait coupé. Donc, on y reviendra. Voilà. En tout cas, merci pour votre question. Ça m'a permis de dire simplement, de rappeler qu'on était bien sur le sujet des entreprises et donc des sociétés commerciales qui sont dans le domaine lucratif et qui veulent se soucier d'autre chose que uniquement de créer de la richesse. Donc, on va continuer pour vous parler de façon détaillée de tous ces sujets-là, de façon concrète. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de l'entreprise à mission précisément? Jean-François, est-ce que vous pouvez nous donner un petit éclairage sur l'actualité, on va dire, juridique, légale? Oui, ce qui est l'actualité la plus fraîche de ce point de vue, c'est la loi Pacte, qui date, donc publiée le 23 mai dernier, et qui donc modifie des dispositions qui sont à la fois dans le Code civil et dans le Code de commerce. Et on l'a dit tout à l'heure, celles qui sont relatives à la société à mission ou par abus de langage, mais pour que tout le monde comprenne, les entreprises à mission, concernent bien les sociétés commerciales et donc ces dispositifs sont logés dans le Code de commerce.
Le Code civil, lui, a été modifié, donc c'est assez rare pour être signalé, sur des dispositions qui sont relativement stables, hein, depuis 200 ans. Et donc, le sujet là qui a été modifié par la loi Pacte, c'est de toucher à l'objet social qu'on appelle couramment l'objet social élargi. Et donc, c'est l'article 1833 du Code civil qui englobe des préoccupations sociales et environnementales. Et par un trait de plume, donc la loi a modifié tous les statuts des sociétés commerciales, des sociétés quelles qu'elles soient, de ce point de vue, puisque toutes les sociétés se voient appliquer ce nouveau droit automatiquement. Ça n'est pas une question de volonté. Le législateur a prévu cette modification qui est applicable donc pour toutes les sociétés. Ensuite, elle a également ajouté un élément qui va nous servir beaucoup par la suite pour être sur l'entreprise à mission, c'est la notion de raison d'être. Et là, cette raison d'être, ça a été ajouté à l'article 1835 qui détermine ce que doivent à minima comporter les statuts écrits qui doivent faire l'objet d'un dépôt au registre du commerce pour donner lieu ensuite à une immatriculation, donc à la personnalité juridique de la société. Et donc, ces dispositions viennent compléter, ça n'est qu'une faculté, ça n'est pas une obligation. Donc, 1833, ça n'est pas une faculté, la société est gérée en prenant en considération les enjeux socio-environnementaux de son activité. C'est cette disposition qui a été ajoutée, et ça, qu'on le souhaite ou pas, c'est dans le droit, c'est applicable à toutes les sociétés. Les autres, celles qui ont le souhait d'aller plus loin, c'est l'article 135 qui le stipule ainsi, peuvent, dans les statuts, préciser une raison d'être. Constituer, alors ça ne dit pas ce qu'est la raison d'être, mais elle est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Et donc on peut, là, au travers de cette phrase qui est très ramassée, voir qu'il y a des choses précises. On peut voir que c'est dans les statuts que la raison d'être peut s'inscrire. C'est donc une faculté, ça n'est pas obligatoire. Ça veut dire que les statuts, on les modifie en fonction des règles applicables à la forme juridique qui accueillera cette disposition. Donc là, je rappelle que les formes, on verra, peuvent être SA, SARL, SAS bien sûr, SNC, commandite. Ce sont les sociétés qui sont toutes visées par le Code civil. Donc ça peut être aussi de ce point de vue des sociétés civiles. Il n'empêche que l'entreprise à mission va retrouver ce dispositif uniquement pour les sociétés commerciales. Donc l'ambiguïté peut venir un petit peu ici apparaître, c'est que toutes les sociétés, même une société civile, donc il y a un objet civil, ça peut être une profession libérale, ça peut être une société civile patrimoniale, immobilière notamment, on parle beaucoup de SCI, elle pourrait inscrire une raison d'être. Je précise quand même une chose qui peut paraître une évidence, mais il faut le rappeler, ça n'était pas interdit hier. C'est-à-dire que le paradoxe, il y a une actualité législative forte. 1833 s'applique à tout le monde. 1835, la raison d'être peut s'appliquer à tout le monde. C'est une faculté, mais ça n'était pas interdit hier. Et donc, les sociétés hier pouvaient aussi souhaiter et mettre en œuvre une modification statutaire pour insérer dans leur statut une raison d'être. C'était peu pratiqué, mais on pouvait retrouver, si vous voulez, le pendant, c'est des exposés préalables qui peuvent évoquer des principes généraux que les associés souhaitent mentionner parce qu'ils souhaitent garder la mémoire ensemble de ce pourquoi ils ont fait la société notamment. Deuxième observation, on parle de société, donc l'intervention de tout à l'heure sur les sociétés et le statut ESUS a permis de dire qu'effectivement on va être sur l'entreprise à mission sur les sociétés commerciales. Là, on est sur le droit des sociétés, de toutes les sociétés pour l'instant encore. On ne parle pas d'association. Et pourtant, une association peut être le réceptacle juridique d'une entreprise, avec des moyens humains et matériels très importants. Eh bien, le paradoxe de la loi Pacte, c'est que les associations sont relativement ignorées, puisque finalement, elles ne sont pas visées par ces modifications. Là aussi, on peut quand même ajouter que hier comme aujourd'hui, une association qui souhaiterait, donc régie par la loi 1901, souhaiterait insérer dans ses statuts, comme elle a pu le faire auparavant, une raison d'être, est tout à fait libre de le faire, parce que je rappelle que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Là, on est uniquement dans une proposition de la loi. Mais on va voir que cette proposition peut avoir des conséquences tant sur le plan
la responsabilité que de l'opposabilité vis-à-vis des associés et des tiers, on parlera des parties prenantes, ou de tout tiers, dans l'action que développera la société qui décidera de s'inscrire ou d'inscrire dans ses statuts la raison d'être. Question? Oui. On reviendra, si vous pouvez noter peut-être vos questions pour la fin. Donc, on aura vraiment ce temps de partage tous ensemble à la fin. Donc, on va dérouler parce qu'il y a peut-être des choses aussi qu'on va vous dire et qui vont répondre aux questions. Et puis, on se garde ce temps de partage à la fin pour avoir le temps aussi de bien échanger tous ensemble. La seule chose que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que ce qu'il faut vraiment noter, c'est que finalement, avec ce changement, si j'ai bien compris, la société ne se résume plus qu'à ses actionnaires. Voilà, elle est aussi définie et toutes les sociétés sont concernées dans une démarche de gérer son activité en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est par définition toutes les entreprises qu'on choisisse d'avoir une raison d'être ou pas, ou qu'on choisisse d'aller jusqu'à la société à mission ou pas. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un gros changement quand même. Alors, je m'aperçois qu'il y a une petite coquille dans le 1033 qui s'affiche, qu'il faudra corriger, c'est que la société est gérée dans son intérêt social, dit le texte. Et en fait, ça a été ajouté en disant que le texte a été remanié à plusieurs reprises en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et la première particularité de ce texte, c'est d'affirmer que la société a un intérêt propre, distinct de ceux de ses associés, ce qui était encore discuté, éventuellement en doctrine, même si les tenants de cette thèse avaient de moins en moins d'arguments. Là, aujourd'hui, la question, c'est effectivement, est-ce que les enjeux environnementaux et sociaux priment sur l'intérêt social? Non. Simplement, il faut que la gestion et donc l'orientation d'activité tiennent compte de ces enjeux. Et c'est là où on a évidemment une tentation très simple qui est de dire la RSE fait son entrée dans toutes les sociétés au travers de cette modification, puisque certes, c'est un peu réducteur, mais les enjeux socio-environnementaux recouvrent des problématiques RSE évidentes. Et donc, aujourd'hui, cet article qui est applicable à toutes les sociétés doit être donc connu et appliqué par tous les dirigeants de toutes les sociétés. Et ça n'est pas un choix, ça fait partie des obligations des dirigeants. On y reviendra peut-être, comment faire pour en tenir compte. Mais on va revenir sur l'entreprise à mission, puisque là, on est sur la première pierre de l'édifice, si je puis dire. Exactement, merci. Donc, pour l'entreprise à mission ou la société à mission, on a cette notion dont on va regarder avec une slide figurative plus descriptive de comment ça s'organise, mais on parle d'objet social élargi. Effectivement, l'objet social dans toute société, vous savez, c'est le 133 qui l'indique, l'objet social doit être respecté, donc l'intérêt social doit être respecté au travers de ce que font les dirigeants pour accomplir l'objet. Une société, comme une association d'ailleurs, doit avoir un objet précis, puisqu'on est sur un principe de droit qui est le fait que chaque personne morale doit avoir un principe de spécialité. On ne peut pas tout faire, on ne peut faire que ce qui est prévu dans les statuts. Simplement, l'objet, donc ce pourquoi on a constitué la société, ou l'objet modifié, si on le modifie en cours de vie de la société, c'est tout à fait autorisé. Il peut y avoir des conséquences fiscales, attention, mais juridiquement, ça n'est pas interdit. En revanche, l'ajout de la loi Pacte, c'est de dire que dans tous les cas de figure, cet objet social, il faudra le poursuivre, l'accomplir, en prenant en compte des sujets socio-environnementaux, ce qui a fait dire à certains professeurs de droit que c'était implicite, mais la loi le rend explicite. Et comme toute chose qui est explicite, ce qui est dit va mieux quand c'est dit que quand c'est sous-entendu. Et par conséquent, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne peut, dans la grille de décision, ne pas tenir compte de ces éléments. Et là où, si on souhaite aller jusqu'au bout de cette démarche, et on va y revenir sur l'entreprise à mission, c'est d'inscrire la raison d'être dans les statuts pour la rendre opposable aux différentes parties prenantes que la société rencontre sur sa route. Et donc là, on est dans cette dialectique, on est typiquement dans une démarche RSE d'identification des parties prenantes,
qui sont des clients, des fournisseurs, mais bien sûr les salariés, ça peut être les associés. Et donc, toutes ces personnes qui auront accès au statut au travers de la publication des statuts, puisque je rappelle que les statuts sont publiés au registre du commerce et des sociétés, donc libre accès moyennant et coût modique, pourront être tenues, ou en tout cas on pourra leur demander si elles ont bien rempli ce pourquoi elles avaient inscrit leur raison d'être et dans la façon d'exercer leur activité, si elles ont bien respecté cette raison d'être. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On va en parler après. Alors, concrètement, peut-être que pour figurer un peu toutes ces dispositions et pour les rendre claires, le pied de cette pyramide, c'est donc l'intérêt ou l'objet social élargi, donc ça c'est 1833 du Code civil, on l'a vu, qui s'applique à toutes les sociétés. Au-dessus, on a la raison d'être qui peut être inscrite dans les statuts, toujours de toutes les sociétés, mais ça c'est une démarche volontaire. C'est ça. On n'est pas obligé. On peut même dire que cette volonté peut s'exprimer de façon différente selon les acteurs. On a vu dans la presse apparaître d'ailleurs ces volontés récemment, puisque certaines sociétés ont eu, il y a trois façons de faire. La première alternative, c'est est-ce qu'il faut la définir ou pas? C'est une question sur laquelle il faut se pencher en dehors du process sur lequel on viendra. Si on décide de le faire, si je suis uniquement la règle juridique, on peut suivre la loi et de dire, bon, on modifie les statuts, on insère dans les statuts. Okay, c'est une décision extraordinaire, donc c'est quand même assez solennel, et on rend public. D'autres disent, nous, on souhaite que ce soit consenti et accordé avec l'accord des associés, et donc on va le décider en assemblée générale, mais on ne va pas modifier les statuts. Oui. On va avoir une forme de solennité, mais on ne va pas aller jusque-là. Okay, donc ça ne sera pas publié, ça sera uniquement dans l'ordre interne de la société, un engagement interne. Et d'autres décident de s'inspirer de ce dispositif, mais sans aller jusque-là, donc définir une raison d'être avec un mode un process qui leur appartient, sur lequel la loi est muette, concrètement. Donc là, c'est de la liberté totale de chacun. En revanche, elle peut exister, mais elle n'a pas la légitimité que lui confère une assemblée générale, et elle n'a pas l'opposabilité, caractère opposabilité rendue, ou en tout cas donnée par la publication au greffe, puisqu'on publie les statuts. Et le stade ultime, c'est la société à mission. Donc là, c'est le stade ultime. Pourquoi? Parce que c'est donc un corps de règles pour les sociétés commerciales où on décide de rejoindre un club très fermé, si je puis dire, en tout cas aujourd'hui, qui est nécessairement fermé, puisqu'on va y revenir, la loi n'est pas complétée par un dispositif impératif. Et donc, cette volonté, c'est d'aller jusqu'au bout de cette logique et de dire, OK, non seulement on a une raison d'être, c'est un impératif, on va y revenir, mais en plus, on va être exigeant avec cette raison d'être. On va se donner des moyens, mais aussi des obligations, et on va les rendre publiques et donc opposables. Et donc là, c'est une démarche qui concerne les sociétés commerciales. Ça n'est pas prévu pour les sociétés civiles. Ça a été étendu aux mutuelles et il est dit dans la loi Pacte que c'est applicable aux sociétés coopératives. Voilà. Donc le champ d'application des sociétés à mission, c'est ce champ-là. Et donc par différence, on peut voir qu'une association ne peut pas revendiquer un tel dispositif puisqu'elle n'est pas dans le champ d'application de la société à mission. Donc ça renverrait plus à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les conditions d'agrément et succès. Il y a vraiment des conditions bien spécifiques pour la société à mission. Donc là, dans tout le haut de la pyramide, sur la partie facultative de créer une société à mission. Alors, c'est vrai qu'on a démarré par d'autres dispositions, mais pour bien comprendre ce qu'est une société à mission, on est obligé de passer par les différentes étapes qu'on a vues, et donc les modifications de la loi Pacte par la loi Pacte du Code civil pour arriver au stade ultime de la société à mission. Et donc, société ou entreprise à mission, si on veut être rigoureux, c'est la société à mission. La première chose, les conditions, si vous voulez, vous les avez résumées très bien, Sandrine, c'est donc préciser dans les statuts une raison d'être. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était facultatif pour toutes les sociétés. En revanche, si je veux être société à mission, ça n'est plus facultatif. C'est une obligation. Donc là, je dois inscrire dans mes statuts
une raison d'être. Ok, mais c'est pas suffisant. Donc c'est pas parce que j'ai une raison d'être dans les statuts que je peux revendiquer cette qualité de société à mission. Pourquoi? Parce qu'il faut également, et aussi dans les statuts, insérer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. Donc là, le sujet n'est pas plus précis que ça. La loi ne dit pas ce qu'est un objectif social ou ce qu'est un objectif environnemental. Donc ça appartiendra à chacun de décliner en fonction de son activité, évidemment, mais aussi de ses choix, ce que on souhaitera poursuivre comme objectif. Et il faudra également être sensible au fait que ces objectifs seront, entre guillemets, sous surveillance. On va y revenir, une surveillance interne et une surveillance externe. Et donc, la question de la fixation de ces objectifs renvoie aussi aux moyens pour atteindre ces objectifs qui devront être précisés aussi, parce que le tout n'est pas d'être trop théorique, il faudra être assez concret. Avec la difficulté qui sera que plus on sera concret, plus l'atteinte sera mesurable ou le défaut. Voilà. Et là, on entre dans une problématique qui est que se passe-t-il si on n'y arrive pas? Voilà. La question de la responsabilité. Voilà. Alors, l'autre particularité, c'est que dans les statuts, il faudra tenir compte d'une obligation qui sera de créer un comité de mission qui ne devra évidemment pas être l'organe de décision, l'organe d'administration, parce que, on va dire simplement, celui qui décide n'est pas celui qui surveille. Et donc, le comité de mission, lui, a un objectif, c'est de suivre l'exécution, la bonne exécution de la mission que c'est donner la société. Et concrètement, pour cela, il aura un pouvoir assez large, hein, c'est de procéder à toute vérification qu'il jugera opportune, et donc se faire communiquer, dit le texte, tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission. C'est quelque chose donc on voit apparaître donc un pouvoir d'investigation qui n'est pas précisé plus que cela par la loi. Pour faire une comparaison avec un pouvoir de surveillance qui est celui qui est bien connu, puisque c'est dans la loi aussi, c'est celui du conseil de surveillance d'une société anonyme. C'est l'organe de surveillance le plus abouti que l'on ait, et de façon objective, on peut le regarder. C'est quelque chose que l'on retrouve à l'article L225-68 du Code de commerce aussi, et on voit que le conseil de surveillance, lui, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entre guillemets, de surveillance. On n'est pas loin, hein, puisque, je rappelle, le comité de mission procède à toute vérification qu'il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire au suivi d'exécution. Donc, on est finalement sur une sorte de comité de surveillance de la bonne exécution de la mission. Donc, ça n'est pas neutre. Et là, on touche très clairement à la gouvernance, puisque si on définit rapidement la gouvernance au sein d'une entité, c'est la question du pouvoir, la prise de décision et de son contrôle. Et là, typiquement, on est au regard du contrôle. Mais à la différence du conseil de surveillance qui a un contrôle sur toute la gestion, le comité de suivi, lui, n'aura pas une vocation à embrasser toute la gestion de la société, mais uniquement de se concentrer sur les modalités d'exécution des missions ou de la mission que ce sera donnée la société. Ça, c'est le contrôle interne. On a un ajustement pour les entreprises ou les sociétés qui ont moins de 50 salariés pour avoir un comité créé avec une seule personne. Et donc, ça peut être un salarié, il faut au moins qu'un salarié participe dans le comité plural. Ça ne veut pas dire que si on est à moins de 50, on ne peut pas faire un comité plural. C'est-à-dire qu'on peut simplifier ce process, puisque ça complique un peu. Et la vérification n'est pas seulement celle-là, elle sera aussi confiée à un organisme tiers. OTI, organisme tiers indépendant. Et donc, la vérification de cet organisme, aujourd'hui, on est obligé, comme d'ailleurs un peu le fonctionnement du comité de mission, s'il venait à être précisé, obligé d'être relativement prudent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement qui pourra et ce qu'il fera. On sait simplement que
il aura vocation à rendre un rapport qui sera joint au rapport à l'Assemblée générale, donc pour informer les associés sur le suivi de la mission. Ce rapport sera sous un format qu'on ne connaît pas et les organismes ne sont pas encore aujourd'hui définis comme étant habilités ou pas. On attend un décret qui doit paraître rapidement, mais il doit paraître après un visa du Conseil d'État. Donc ça ralentit un peu le process. Et tout ça nous permettra peut-être de faire une mise à jour très prochainement sur tous ces sujets-là dans un deuxième temps. Voilà. Et dernier point, c'est une caractéristique de la société à mission, c'est que comme on a vu tout à l'heure que la raison d'être était, comme les autres dispositions, sont publiques puisque déposées au registre du commerce, il y a une forme d'opposabilité qui est rendue au tiers de cette mission. Et donc, non seulement c'est l'opposabilité par le dépôt au greffe, mais aussi par la revendication d'une mention qui va figurer au CABIS. C'est là où cette mention va être évidemment portée à la connaissance de tous les tiers qui le souhaiteront. Et là, on a une procédure ouverte aux tiers qui peuvent effectivement, en cas de non-respect avéré de la mission, demander le retrait de cette mention. Alors, pourquoi on demanderait le retrait de cette mission? C'est là où on est à cheval sur les objectifs RSE qu'on peut se fixer, et puis le modèle économique de l'entreprise qui doit créer de la richesse et qui doit, de ce point de vue, se soucier d'abord de son équilibre financier et des conséquences et de ses empreintes, des externalités éventuellement négatives au plan social et environnemental. Et comment elle conjugue tout ça? Chacun aura à cœur de le faire. Les dirigeants devront le faire dans des conditions avec prudence et diligence. Les deux conditions essentielles pour ne pas engager sa responsabilité. Mais en tout état de cause, si on fait échec à ce qu'on avait prétendu atteindre, c'est-à-dire bien poursuivre la mission qu'on s'était fixée, il peut en résulter pour la société un préjudice d'image, on peut perdre des clients, ou on peut à l'inverse en rechercher avec tout le monde en tête effectivement qui est de machine, hein, donc qui est aussi une mauvaise pratique de la poursuite présenter abusivement d'objectifs RSE. Si on est pris en défaut, et si cette prise en défaut va jusqu'à la demande d'un retrait, effectivement, la société peut en subir un préjudice. Donc, tous ces éléments sont à bien peser parce que tant dans le fait qu'on ouvre un champ un peu de complexité, il faut le reconnaître, et de contrôle, on a aussi des contraintes nouvelles, et donc, qui dit contrainte, dit aussi responsabilité qui peuvent s'y attacher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a noté que, bien évidemment, on va regarder les externalités négatives, justement par rapport à ce sujet, pour valider ces engagements ou invalider ces engagements. Mais ce qu'on va regarder, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on va étudier les externalités positives, finalement, liées à l'action des entreprises sur la société. Et ça, c'est aussi une vraie opportunité et un facteur plutôt positif qui va dans le bon sens. Alors, disons que c'est, je pense, un des buts de la loi et de ses promoteurs, c'est de faire en sorte que ça soit moins vécu comme une contrainte que comme une opportunité, et que notamment, et on peut le dire, que notamment le fait de d'écrire clairement des choses qui étaient implicites, c'est-à-dire se soucier des impacts sociaux et environnementaux. On peut aujourd'hui considérer qu'au-delà de la conformité à une réglementation environnementale, par exemple, on peut se soucier d'autres éléments et avoir dans l'arbre de décision des paramètres qui entrent en compte pour essayer d'être vertueux et de contribuer à l'intérêt général. Donc, même si c'est pas le core business de chacune des sociétés concernées, il n'empêche qu'on y participe et donc les dirigeants seront bien inspirés demain d'en tenir compte dans l'arbre de décision. Alors, on a parlé du cadre, de ce qu'implique la société à mission, la raison d'être et tous ces sujets dans la loi. Maintenant, c'est vrai qu'on se demande toujours aussi, quand on est une organisation qui réfléchit à ces sujets, par où commencer concrètement. Parce que comment on s'y prend, maintenant qu'on connaît tous ces facteurs positifs et toutes les opportunités et tous les risques que cela suppose et qu'on souhaite s'engager dans une réflexion autour de ce sujet.
Par où on commence, c'est toujours aussi les grands questionnements qu'on peut avoir. Et donc, l'objectif, c'est de fonctionner étape par étape. Évidemment, cette démarche d'aller vers, dans un premier temps, notamment réfléchir sur sa raison d'être, c'est une démarche qui est assez longue, qui nécessite une vraie réflexion, qui nécessite d'impliquer ses parties prenantes, parce qu'on est dans cette notion aussi de réfléchir ensemble et de ne pas avoir finalement une raison d'être qui va être définie par un top management, par voilà, un petit groupe d'acteurs dans l'organisation. Et ça implique d'avoir toute une structure et un cadre pour débuter par le commencement, qui est le commencement de toute organisation de façon générale, de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, elles sont deux niveaux. C'est définir ses valeurs, clairement, en impliquant ses parties prenantes. Définir ses valeurs, c'est quel contrat social auquel l'entreprise, le conseil d'administration, mais aussi toutes ses parties prenantes, ses collaborateurs, ses partenaires sociaux, ses actionnaires, parfois aussi on peut aller jusqu'à questionner ses utilisateurs, ses clients, ses prestataires, ses partenaires extérieurs. Voilà, à quelle valeur on souhaite adhérer. Définir ses valeurs, c'est aussi une méthode, un cadre, et c'est par là qu'on doit vraiment commencer pour avancer vers ce qui va être la mission d'entreprise, parce que finalement on parle de la raison d'être, mais ça se rapproche aussi de ce travail que beaucoup d'organisations font sur quelle est la mission, la grande mission à laquelle l'entreprise veut répondre, au-delà de simplement un engagement effectivement économique, de viabilité et de bonne gestion. Et donc là, c'est de définir cet objectif commun avec toutes ces parties prenantes qui vont amener vers l'expression d'une raison d'être. Mais c'est quelque chose qui se fait aussi dans une continuité et avec une démarche structurée. Qui, comme je disais, comprend un cadre parce que on doit à la fois se poser les bonnes questions, donc on en parlait tout à l'heure, et identifier les opportunités qui peuvent être, et c'est clairement affiché par quelques acteurs qui commencent à aller vers l'entreprise à mission, c'est d'exprimer que ça peut être un véritable avantage commercial quand on s'engage sur des actions concrètes et puis une mesure concrète d'engagement environnementaux et sociaux. Voilà, on peut aussi, on a un exemple d'ailleurs avec un groupe mutualiste qui la Suite Assurance. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas seulement par conviction des dirigeants, mais c'est aussi par intérêt. Voilà. En fait, on est dans une idée de convergence. Convergence entre l'intérêt premier qui est de poursuivre la réalisation de richesse, la création de richesse, mais aussi de le faire dans des conditions qui soient vertueuses, entre guillemets, en tout cas, qui concourent à satisfaire l'intérêt général. C'est ça. Et puis, l'avantage aussi qu'on peut y voir dans les opportunités, c'est d'avoir une démarche forte d'intelligence collective, parce que finalement, dans la méthode, ce qu'on veut, c'est pour définir ses valeurs et cette raison d'être, c'est intégrer ses parties prenantes. Donc, c'est structurer une organisation et accompagner au sein de l'entreprise comment va s'organiser ces réflexions, ces échanges, ces discussions et cette définition de valeurs et de raison d'être. Donc, ça va souvent partir de la direction et du conseil d'administration parce que l'impulsion vient souvent aussi pour que ça puisse fonctionner d'une véritable volonté et engagement d'aller vers la définition d'une raison d'être et plus si ça peut paraître stratégique. Et puis, de ne pas en rester justement sur ce fonctionnement qui concerne très peu de personnes dans l'organisation, mais d'intégrer toutes les parties prenantes avec un parcours de réflexion qui peut se faire de façon très différente parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cadre qui fonctionne bien pour tout le monde. À chaque fois, les méthodes peuvent s'appliquer sur mesure en fonction de quelle est l'histoire, la culture de l'organisation, comment l'entreprise fonctionne avec ses différentes parties prenantes, quelle
quelles sont les actions déjà mises en place. L'intelligence collective peut être déjà très, très présente dans certaines organisations, un peu moins dans d'autres. Est-ce que la taille de l'organisation aussi implique une méthode spécifique? Donc ça, c'est vraiment à définir de façon dans une démarche sur mesure, mais l'important, c'est vraiment d'organiser cette méthode de réflexion dans le temps avec une vraie démarche et un plan d'action concret, et d'intégrer au maximum ces parties prenantes en allant parfois jusqu'à même interroger ces consommateurs sur certains sujets et d'interroger aussi tous ces collaborateurs de façon ouverte. Hein. Je peux citer par exemple récemment le cas de Stéphane Richard d'Orange qui a passé le message à l'ensemble de ses collaborateurs, que ce soit sur Twitter, sur les réseaux internes, voilà, de façon très très transparente sur le fait de demander à chacun de s'exprimer, de contribuer. Après, il faut mettre en place les outils et la méthode, mais voilà, de dire que la parole est ouverte sur ce sujet et qu'il souhaite associer l'intégralité des voix de l'organisation pour collecter des engagements et puis ensuite, à partir de tout ça, commencer à structurer et à recentrer les grands sujets abordés pour en faire construire la raison d'être. Alors évidemment, la raison d'être, comme vous disait tout à l'heure, elle est souvent très large. On va le voir avec des exemples qui sont donnés ensuite, parce que justement, c'est aussi un moyen d'englober une démarche, de mettre en place des objectifs, des moyens, et de ne pas être trop centré sur des sujets très très concrets, trop précis, qui peuvent être très opposables aussi. Donc d'avoir aussi cette prise en compte du risque dans la façon de définir sa raison d'être. Donc ça, c'est un vrai besoin. Et c'est là qu'on est aussi connecté avec les acteurs du conseil qui vont pouvoir mesurer aussi, une fois qu'on a fait tout ce travail interne, externe de définition de la raison d'être, on va aussi se rapprocher de nos conseils pour s'assurer qu'il y a une vraie évaluation des risques par rapport à cette définition de raison d'être. Oui, il y a des objectifs de management évidents, hein, et effectivement, il faut avoir une impulsion et aussi une collaboration interne très forte. Définir, c'est pas simple. La loi ne dit pas ce que c'est. On est à cheval sur un concept juridique, mais aussi un concept quasiment philosophique. Hein. Donc, on sait que ce sont des principes. En revanche, et là, on revient sur une problématique juridique, l'article 235 nous dit pour le respect desquels, ces principes, hein, on entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Et donc là, on revient sur le concret, on revient sur des choses qui sont du domaine de la décision et qui, dans une entreprise, affectent des moyens et qui ont la responsabilité et le pouvoir, ce sont les dirigeants. Donc c'est vrai qu'on revient au top management au travers de, OK, une fois que le process est engagé et produit ce qu'il doit produire, il faut après se soucier de son exécution. Une fois qu'on a défini la philosophie et qu'on est d'accord, on va voir concrètement quels sont les impacts et comment on mesure tout ça dans le temps et comment on peut le connecter aussi. C'est une vraie démarche complexe. Voilà. Et puis, évidemment, ça peut impacter aussi même ces modèles économiques. Ça peut faire naître de nouveaux business models. Donc, c'est à la fois un risque et une opportunité. Et puis, c'est parfois l'occasion aussi de redéfinir, de réfléchir la gouvernance différemment. Parce que ça impacte aussi, ça implique une notion de gouvernance. Oui, tout à fait. On a de ce point de vue un exemple emblématique avec la société Danone, que tout le monde connaît. Et son dirigeant aussi, hein, qui sont très, très médiatisés sur ces sujets, mais pas seulement, parce qu'on a aussi des échos de leurs actions qui sont à la fois sur le modèle économique, c'est-à-dire qu'ils tirent des conséquences sur des plans stratégiques en termes d'outils industriels, de conséquences des principes qu'ils souhaitent poursuivre. Et puis on a aussi l'exemple, toujours chez Danone, de la modification de l'organisation de la gouvernance, avec récemment une publication sur la fusion d'un comité, de plusieurs comités, pour que ça réponde mieux et plus simplement, parce qu'après il faut avoir aussi des objectifs d'efficacité, plus simplement à faire en sorte que les personnes se sentent intégrées et prises en compte, que les avis soient pris en compte, et que tout ça ne soit pas que de la théorie du papier. Voilà. On revient sur le principe de matérialité de la RSE.
Voilà, donc quelques exemples, on va passer vite, vous pourrez les regarder, on va vous partager le parcours et le support. On a un peu voilà, on va déborder, donc c'est évidemment un sujet très riche et on a envie de vous partager plein de choses. Donc on va vous laisser la parole pour la session de questions-réponses. Vous pourrez regarder, évidemment il y a des exemples là qui sont liés plutôt à des grands groupes qui sont allés sur la réflexion autour de la raison d'être et un engagement de valider, d'acter leur raison d'être dans leurs assemblées générales passées pour notamment par exemple Veolia ou à venir pour d'autres. Et donc voilà, vous avez des exemples très concrets, vous pourrez vous en inspirer si vous souhaitez y réfléchir. Voilà, c'est intéressant parce que d'autres suivent, on voit que ça peut être plus ou moins développé selon les sociétés. Et on voit que c'est du sur-mesure, hein, vous le disiez tout à l'heure, et la démarche de chacune de ces sociétés a été propre à leur histoire, à leur organisation. La loi, de ce point de vue, est totalement nouvelle. Et puis, dernière information en date, avec l'acteur qui est vraiment très engagé sur ce sujet-là et très avancé, qui est le groupe d'assurance Maïf, qui a annoncé il y a quelques semaines son intention de devenir la première entreprise à mission. Donc, ils ont communiqué leur raison d'être en juin dernier et ils envisagent d'adopter le statut d'entreprise à mission d'ici 2020. Voilà, donc non seulement avoir une raison d'être, ça c'est fait, mais en plus d'entrer dans une démarche de contrôle et de justification des objectifs qui se seront fixés, en tout cas de l'atteinte des objectifs qui se seront fixés. Donc c'est assez exigeant et c'est pour une entreprise de cette taille-là assez remarquable. On va passer aux questions et réponses. J'imagine que vous avez plein de choses à nous partager. Donc, on est à votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour Sandrine et Jean-François. Stéphane Guillard et Alizéo. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, désolé, je ne mets pas la visio parce que je n'ai pas un bon éclairage. Donc, pas de problème. Je vous remercie pour votre présentation. C'est très bien. Ça éclaircit les choses. Et avoir une vision d'un avocat, je trouve que ça change beaucoup le sujet. Ma question, elle est surtout sur, vous avez parlé des parties prenantes. Alors, bien sûr, il y a des parties prenantes internes et il y a des parties prenantes externes. Et moi, je reviens sur tout cet aspect filière métier, notamment si on prend l'accident du Rana Plaza au Bangladesh. La question, c'est jusqu'où ça va aller, jusqu'où va aller le cadre référentiel de l'entreprise à mission. Alors, là, on est dans le devoir de vigilance. Hein. Alors, on voit à cet événement tragique, renvoie à ça. Ça renvoie aussi à la loi Sapin. Ça renvoie à donc tout ce qui vient se greffer sur la RSE. Et c'est là où on voit bien que quand on parlait de la modification de l'article 133 qui vient projeter dans l'objet social élargi les enjeux environnementaux et sociaux, je dirais 3 points de suspension. Où ça s'arrête, où ça commence, la loi ne le dit pas. Et donc, Stéphane, les questions sur la porosité avec les autres corps de règles qui sont des règles de compliance, là où on doit appliquer parce qu'on est dans un champ d'application d'une loi, et là, en l'occurrence, ce sont pour les donneurs d'ordre ou pour la loi Sapin des grandes sociétés. Certes, ça n'est applicable qu'aux grandes sociétés. En revanche, toutes les sociétés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 133 s'applique à toutes les sociétés, doivent se soucier des enjeux environnementaux et sociaux liés à leur activité. Et donc, de ce point de vue, je pense que sans aller jusqu'à l'application spontanée de tout le corps de règles bien d'évoquer avec Sapin, il est sans doute intéressant de regarder quels sont justement les objectifs de ces règles et quels sont les modalités d'application pour s'en inspirer. Je pense notamment aux questions de cartographie des risques, je pense au process de décision et de contrôle. Et évidemment, plus une entreprise sera étendue, importante, plus elle aura des sujets qui pourront venir tutoyer ces problématiques. Et donc, elle sera bien inspirée. Là aussi, on est sur du sur-mesure, d'y faire attention. Et
Pour prendre un exemple très concret, je suis une entreprise en dessous des seuils de la loi Sapin, mais avec un profil qui peut conduire à avoir des risques parce que multi-sites, multi-facultés d'engager des marchés publics, des marchés importants signés et avec une activité à l'étranger, voire avec des pays étrangers à risque. Même si je suis en dessous des seuils, aujourd'hui, je peux y être conduit à mener un process Sapin parce que mes clients, voire mes fournisseurs, mais surtout mes clients ou mes financeurs me le demanderont et me l'imposeront pour être qualifiés. Et spontanément, aujourd'hui, la responsabilité des dirigeants peut conduire à se soucier de ces problématiques spontanément. C'est-à-dire que ça n'est pas obligatoire, c'est sur la base de la volonté exprimée. Et puis, il y a de plus en plus cet engagement des organisations pour aller dans cette direction de mesurer leur impact. Ça, c'est aussi un sujet qui est important et qui est de plus en plus communiqué. Et dans cette mesure d'impact, c'est de mesurer son impact social avec les différents outils, différents acteurs qui interviennent à ce niveau-là et qui permettent d'exprimer et d'avoir en tout cas un pilotage autant que possible, parce que le risque zéro n'existe pas, mais d'être vraiment dans cette notion aussi d'aller regarder quel est l'impact qu'une organisation a sur tout son écosystème et donc surtout très très loin dans la chaîne de relations et de valeurs avec ses prestataires, ses fournisseurs et puis ses interlocuteurs partout dans le monde. On a répondu à votre question, Stéphane? Oui, vous avez répondu à ma question. Merci. Okay. Je pense que vraiment l'intérêt de cette question, c'est ça nous fait finalement voir que la loi PAC qui s'adresse à toutes les sociétés au travers du Code civil ou les sociétés à mission, donc les sociétés commerciales qui décident d'aller dans cette voie-là, quelle que soit leur taille, ont intérêt à s'en soucier. Donc on a des exemples aujourd'hui, parce que c'est la presse qui en parle, des exemples publics, sociétés professionnelles, donc là ça nous permet d'en discuter librement. On voit que des grandes sociétés s'en soucient, s'en saisissent très vite, puisque la loi était à peine promulguée que déjà il y avait des communications, voire par anticipation, et de ce point de vue, on rappelait tout à l'heure que ce n'est pas parce que la loi l'a dit que c'était interdit de le faire avant, donc on pouvait le faire volontairement. Donc les sociétés qui ont voulu le faire en même temps dans le cours de cette discussion législative ont pu communiquer dessus, mais toutes les sociétés, y compris les plus modestes, peuvent et doivent se poser cette question. Moi, en tant que conseil de chef d'entreprise, aujourd'hui, que l'on soit guidé par une démarche très consentie et totalement convertie à ses objectifs ou pas, on doit se poser ces questions. Et d'une certaine façon, la modification de l'article 133 nous y contraint, et donc dans l'arbre de décision du chef d'entreprise, se poser ces questions, c'est ce qu'on appelle en RSE des externalités, au regard de ces parties prenantes, voire plus large, se pose. Et si en plus on peut même se dire, ne pas se poser la question de la raison et y répondre, mais implicitement et négativement. C'est un petit peu dommage de répondre à une question qui se pose implicitement sans avoir plus que ça réfléchi à la façon d'aborder le sujet. Ça ne veut pas dire après qu'on répond oui à tous les coups, bien sûr. Et une fois qu'on a répondu, je partage complètement ce qui a été dit par Sandrine. La question, c'est comment faire après et comment faire pour que ça ne désorganise pas, ça ne déstabilise pas, ça soit producteur de sens et de richesse, parce qu'encore une fois, la société doit produire de la richesse, donc il faut que ce soit convergent avec les maillotiques. Et donc, c'est toute cette maillotique qu'il faut organiser. Et il y a des aspects qui sont psychologiques, organisationnels, managériaux et juridiques. Et donc, il faut effectivement s'entourer pour bien comprendre et définir bien analyser la situation pour chacun, et après une démarche, un process pour aboutir à un objectif. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai deux petites interrogations. On vous écoute. D'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation, qui est très claire, effectivement, aussi, comme Stéphane. Merci. J'ai deux questions. Moi, je suis dirigeant d'une entreprise qui est dans le domaine de la donnée. Je suis une jeune entreprise qui a 2 ans et je me pose 2 questions. La première, c'est quelle est la vraie différence entre une démarche RSE et du mécénat écologique? C'est-à-dire, est-ce que si aujourd'hui, je dois contribuer, par exemple, si je veux financer le bateau qui mange le plastique avec ma société,
et contribuer à cette action, est-ce que ça rentre dans une démarche RSE, oui, non? Et si oui, et sinon, en quoi je dois changer ma raison d'être pour que ça rentre dans mon projet d'entreprise, en fait? Première question. Et puis, deuxième question, c'est vis-à-vis de mes actionnaires, quel gain a changé à réellement définir une raison d'être, en fait? C'est-à-dire, est-ce que le capital immatériel, c'est-à-dire ces actions que je voudrais mener vis-à-vis de l'environnement, soit sous forme de mécénat, soit sous forme de fonds diverses, peuvent rentrer dans une valorisation d'un capital quelconque de ma société, en fait. Alors, c'est très concret, hein, parce que moi, je suis une jeune société, donc j'ai probablement pas un historique aussi complexe que beaucoup, mais par contre, je trouvais que les questions étaient pragmatiques et je voulais vous les poser. Question intéressante. Alors, je vais tenter de répondre rapidement et Sandrine complétera. Déjà, le premier point, je crois, je suis ni professeur de droit, ni professeur ès-qualité pour enseigner la RSE, pour que ce soit bien précisé. Il m'arrive aussi de professer en droit, notamment public, d'administrateur et professionnel, et d'étudiants, mais je ne suis pas un doctorant ou un professeur agrégé. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan de la terminologie et de la définition des choses, on n'est pas exactement sur les mêmes sujets. La RSE, ce n'est pas le mécénat. Le mécénat, c'est effectivement une action particulière qui répond à des conditions fiscales, juridiques, où on promeut un projet, on s'interdit de faire valoir d'ailleurs, et on a des caractéristiques intéressantes sur le plan fiscal. C'est d'ailleurs, juste je coupe, mais sur le mécénat, ça me permet de dire que c'est aussi un gros sujet aujourd'hui qui est très regardé dans la volonté d'emmener les collaborateurs et d'avoir une vraie démarche d'engagement dans l'organisation. C'est un vrai sujet, c'est une vraie considération à la fois dans toutes sortes de structures d'entreprises grandes, moyennes, petites, parce qu'il y a cette notion d'engagement qui est importante et de sens et de confiance, hein, encore une fois. Mais voilà. Alors c'est différent, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement indifférent. On est et on va y revenir d'ailleurs sur la société à mission. Dans ces objectifs. Parce que la loi ne dit pas ce que peuvent être les objectifs dans le cadre de l'affectation des moyens qui permettent de poursuivre l'exécution et la réalisation de ces objectifs. Mais si on est dans la RSE, donc par capillarité, les objectifs que se propose de poursuivre une société à mission, il faut que ce soit lié à la production de richesse. Donc on est bien au cœur de la chaîne de valeur. On n'a pas une décorrélation aussi importante qu'avec le mécénat. On a vraiment une proposition de valeur qui fait qu'on va rejoindre la préoccupation seconde que vous évoquez, qui est quelle est l'explication que l'on peut apporter à une telle démarche à nos actionnaires. Finalement, l'actionnaire, et le premier intérêt social, c'est en principe dans l'intérêt d'actionnaire. Donc là, maintenant, on voit que c'est aussi dans l'intérêt de l'entité. Et puis, on voit qu'il faut poursuivre des enjeux environnementaux et sociaux et voir qu'on peut ajouter une raison d'être qui fait le pendant un peu à la raison d'avoir ou plutôt la raison de produire. Parce que c'est moins l'avoir statique que la production de richesse qui est envisagée. C'est la question du sens. On rejoint des sujets RSE qui touchent à la QVT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que, sans de le rappeler, les jeunes sont très sensibles à ces sujets. Donc, si on veut faire en sorte de recruter des talents, de les conserver, ça sera impératif que de proposer autre chose qu'uniquement la création de richesse. C'est un petit peu comme ça qu'on peut faire valoir aussi le capital humain et donc le capital, ça parle aux actionnaires. L'autre sujet, c'est aujourd'hui, si on est sur la conformité, si on va au-delà de la conformité, c'est-à-dire par exemple, si on n'est pas soumis à SAPIN, mais qu'on le fait volontairement ou quasiment cette démarche, on peut être à même de donner confiance à des clients potentiels et donc à être pro-business. Et je trouve que de ce point de vue, si vous voulez, par rapport au mécénat, pour bien voir la différence, je trouve qu'il y a un point de vue qui résume la situation, on a parlé de la Maïf, certes c'est une mutuelle, mais c'est une mutuelle qui doit faire du résultat parce que sinon, il n'y a pas de pérennité économique. Donc il y a une nécessité de créer de la richesse, comme toute entreprise. Et de ce point de vue, le dirigeant dit, nous, c'est pas seulement par conviction, c'est aussi par intérêt. Et il a la franchise de le dire, mais c'est peut-être un petit peu moins bien perçu dans notre fond culturel
que de marier, et ça a été évoqué tout à l'heure d'ailleurs avec la faculté d'être ESUS alors qu'on est une société commerciale et pas une association, et cette peut-être difficulté parfois à être bien reconnu comme ayant la volonté de marier, ce qui peut apparaître comme des contraires. D'une certaine façon, la loi Pacte, elle nous invite à penser les choses de façon paradoxale en disant ce ne sont pas des contraires, ce sont des concepts qui doivent se marier dans l'intérêt de tous, l'intérêt de l'entité et l'intérêt général. Et donc là, on n'est pas vraiment sur des questions de mécénat. En revanche, c'est là où on peut y arriver aussi, c'est que rien n'interdit d'insérer de briques mécénat dans cet édifice. Et juste pour terminer, parce que c'est quand on dit des moyens que l'on veut affecter pour la réussite de ces objectifs, la page est blanche. Chaque société peut affecter les moyens qu'il entend et les objectifs qu'il entendra poursuivre à partir de la raison d'être qui est un peu générale. Et ça, on est sur le domaine de la société ou d'entreprise à mission. Est-ce que ces moyens passeront par des moyens finalement très externalisés où on va financer une œuvre extérieure ou une activité extérieure à l'entreprise, ou au contraire, ces moyens seront plutôt centrés sur la façon de réaliser son core business dans des conditions plus contraignantes? Moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Peut-être que les textes qui viendront par la suite compléter la loi Pacte donneront des éléments de réponse, mais peut-être pas. Que chacun sera libre d'adapter, et c'est assez sage, libre d'adapter cette faculté, avec le risque qui sera quand même, et là, si on revient sur la juridique très fortement, il sera donc d'être, plus on sera précis, plus ce sera mesurable, et plus le défaut sera, entre guillemets, sanctionnable s'il est commis, non pas du fait d'une erreur, mais d'un comportement qu'on pourra qualifier de faute. Voilà. Donc ça, c'est aussi une brique importante à identifier dans la façon de conduire le process. Attention à la formulation, et ce, d'autant plus qu'elle sera imprécise. Merci. Je voulais compléter ce point-là sur le mécénat écologique. Effectivement, pour moi, ça fait partie vraiment des moyens qu'on peut mettre en œuvre, comme d'autres, à définir. Mais encore une fois, définir la raison d'être de son entreprise ou être une entreprise à mission, ça part d'abord par une méthode qui est assez large et globale et structurante, qui est de définir des valeurs qui vont amener à se poser la question de sa mission. Alors, la mission, c'est la raison d'être, c'est quel impact on veut avoir, évidemment en respectant la partie économique, mais quel impact on va avoir sur la société et sur sur la société et sur. Alors, je vais juste faire un petit break pour la batterie. Pour éviter d'être coupé en cours de. Ouais. De web. Pour compléter, oui, effectivement, là, on est vraiment sur un sujet que chaque société devra adapter à ses moyens aussi, à ses moyens qui ne sont pas indéfinis, à son histoire, à son modèle économique, voire aux attentes de son personnel, aux attentes de ses fournisseurs, de ses clients, de ses financeurs. Vous savez que dans tous on parlait de startups tout à l'heure, ça fait quelques années déjà que les sujets de ESR et de RSE sont identifiés comme étant dans les pactes d'associés très fréquemment des objectifs aussi à remplir. Et ça, ces questions seront, je pense, demain de plus en plus actives, ou en tout cas de moins en moins formelles peut-être. C'est-à-dire qu'on va passer là aussi d'une démarche à est-ce qu'on respecte formellement les choses ou réellement on est en capacité de démontrer qu'on a atteint ces objectifs. Un vrai défi d'ailleurs pour l'information. Okay. Merci en tout cas pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question, c'est un petit peu dans la droite ligne, enfin j'avais deux questions, une question de fond et une question plus de modalité. Oui. La question de fond rejoint un peu celle de Olivier Lagrandeur. Comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas attendu, le statut société à mission pour pouvoir engager tout un tas de démarches, et y compris d'aller inscrire dans la raison sociale une raison d'être. C'est le cas pour obtenir l'agrément ESUS. Nous, on a déjà dans notre raison d'être une mention sociétale. Donc, la question que je me pose, c'est en termes de finalité, est-ce que le fait d'acquérir, de faire les efforts, de mettre en place ce statut de société à mission,
Des impacts, on parlait en termes de valorisation par exemple, ou d'incitation fiscale, ou de solutions de financement, ou encore il y a des fonds qui vont se spécialiser dans des fonds d'investissement qui se spécialiseraient dans les sociétés à mission. Quels sont les intérêts de pouvoir avoir ce statut-là, en plus de ce qui peut déjà exister par ailleurs? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui sur l'évaluation des organisations, la notation des organisations se fait de plus en plus sur des critères extra-financiers. Donc, ces critères extra-financiers, c'est tout ce qui est ESG, donc évaluation de l'impact social et environnemental. Et ça s'inscrit quand même dans finalement ce qu'on entendait tout à l'heure sur le gain, ce que va permettre de générer ces engagements en termes de valorisation de l'entreprise, parce que de plus en plus, les investisseurs notamment regardent ces données-là, s'appuient sur des rapports et des labels, des certifications, des rapports extra-financiers qui donnent des notes. Et ces notes, elles sont aussi considérées comme une valorisation de l'entreprise pour investir ou ne pas investir dans un projet. Alors, tout à fait. Donc, je précise ma question. Est-ce que dans le cadre de ces notations, les dispositifs qui existent déjà, les mesures d'impact, par exemple, le fait d'être engagé dans un des objectifs de développement durable de l'ONU, etc., qui sont pris en compte dans ces notations, est-ce que le fait d'acquérir en plus le statut société à mission va avoir une conséquence concrète? Alors aujourd'hui, c'est impossible de vous répondre, d'abord parce que ça n'existe pas en fait, dans la mesure où le Conseil d'État, le décret du Conseil d'État n'a pas été encore édité, donc on ne peut pas le réaliser. Dire qu'il y aura des mécanismes de financement, un petit peu comme pour l'ESS, dédiés à cette catégorie de sociétés ou d'entreprises, je n'ai pas d'informations précises, peut-être, mais je partage plutôt le sentiment qu'évoquait à l'instant Sandrine, c'est que au travers de cet engagement qui sera public et qui révélera une démarche proactive, ouverte, contrôlée, il est fort probable que les tiers intéressés y accordent de l'importance. Je vais revenir sur, c'est pas pour la promotion pour la Maïf, mais le dirigeant de la Maïf nous dit précisément que pour lui, c'est une question d'attractivité et c'est une question stratégique. Ça veut dire quoi? L'attractivité, on est dans le domaine lucratif. C'est être attractif pour ses clients, pour ses financeurs, pour ses partenaires de point de vue général. On pourrait dire partenaire remplacé par partie prenante. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas avec l'agrément ESUS, par exemple. Ça sera moins le cas. Vous le disiez tout à l'heure, l'agrément ESUS est vraiment typé sur l'économie sociale. Et effectivement, vous en avez été le témoin tout à l'heure en disant quand on arrive avec une société commerciale, du monde lucratif, on a parfois une difficulté à bien se comprendre. Et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire a peut-être aujourd'hui devant elle une sorte de concurrence avec cette raison d'être qui peut être poussée jusqu'à l'entreprise à mission, où là, véritablement, on aura un sujet qui sera de plein pied, qui concernera toutes les sociétés commerciales et qui pourra venir tutoyer ces objectifs et de façon peut-être plus directement connectée au modèle économique. Voilà. Et la gouvernance est différente aussi. Pour avoir accompagné on va dire 2 entreprises récemment sur ces réflexions autour de ESUS versus entreprise à mission, c'est des vraies questions qui se posent. C'est pas évident d'arbitrer. Il y a aussi toute une notion de gouvernance et de répartition finalement aussi dans le statut ESUS de réallouer des bénéfices, des revenus soit à des développements, soit des organisations externes. Donc, vraiment, on est sur un engagement très différent entre les ESUS et l'entreprise à mission. Donc, c'est vraiment des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on veut apporter comme engagement sur ces deux aspects, Ouais. et trouver le bon statut qui convient aussi. Oui, il y a un choix à faire, c'est vrai. Est-ce que c'est un choix à faire ou est-ce que c'est réellement contradictoire? Non. Ou est-ce que c'est complémentaire? On peut conjuguer, mais ça sera un peu peut-être
plus compliqué à présenter, mais on peut conjuguer. En l'état, c'est pas incompatible. C'est dans la valeur, dans la vision, en fait, la vision et les valeurs qui vont orienter son choix sur l'entreprise ESUS ou l'entreprise à mission, c'est aussi très lié à jusqu'où on pousse l'impact, notamment dans la gouvernance, encore une fois, et dans la répartition du capital. Finalement, là, on est vraiment dans l'entreprise qui s'adapte voilà, à l'impact social et sociétal et qui garde cette notion de liberté d'évaluer son capital, ses bénéfices, etc., comme elle l'entend. Sur l'entreprise ESUS, on est quand même sur une répartition du capital, une répartition des revenus, des bénéfices qui est structurante. Donc, on n'est pas sur non plus la même notion. Et là, voilà, la liberté capitalistique et de revenus, de redistribution des revenus est beaucoup plus conforme à la société traditionnelle, au statut traditionnel de société anonyme, que l'entreprise à mission qui est particulière dans cet aspect. Je pense que la clarté aussi des choses, que l'addition des statuts posera le problème de la compétitivité et de la gestion de tout ça quand même. Excusez-moi, je n'ai pas entendu, posera là la question de la complexité de cet ajout et de devoir piloter plusieurs choses. Donc, peut-être une question de choix à faire, mais rien ne dit que ces choix s'excluent. On peut aussi envisager de les conjuguer, à condition, effectivement, comme disait Sandrine, de conjuguer des obligations et après de les piloter. Mais c'est les mêmes, hein, parce que créer un comité de mission, c'est créer une mesure d'impact, et la mesure d'impact est nécessaire sur un agrément ESUS. Donc, on aura des similitudes, ce ne sera pas tout à fait décrit de la même façon, et c'est d'où la difficulté, si vous voulez, sur le plan juridique, c'est que dès lors que c'est un peu différent, même dans l'écriture, on ne sera pas nécessairement exactement au même endroit. Donc, il faudra peut-être créer une chose et une autre. Et le rapport de suivi ne sera pas nécessairement contrôlé de la même façon, rédigé de la même façon. Ça serait, à mon sens, source de complexité, mais on n'est pas interdit d'affronter la complexité et de la manager. Le tout est pour la suite de la mission, encore revenir un peu fondamental, qui est de dire c'est quelque chose qui s'ajoute à la mission première, qui est de créer de la richesse. Donc, c'est créer de la richesse en tenant compte de contraintes que l'on se fixe soi-même. C'est vrai que là, on rejoint les contraintes que l'on peut voir, et certaines contraintes sont relativement proches avec les SUS, mais pas toutes. Et donc, c'est là aussi la question de que se fixera-t-on, on est dans une démarche de la mission, que se fixera-t-on comme objectif à atteindre et quels seront les moyens alloués. Donc, la non-distribution, de porter en réserve 50% des résultats, par exemple, si on est sur la mission, la page est blanche, on fait ce qu'on veut. On peut dire, on peut même aller au-delà et on peut ne pas parler du tout de ce point. C'est-à-dire garder la faculté de distribuer. Enfin, ce n'est pas une question d'allocation d'un résultat, parce que finalement, on peut très bien dire que le sujet se situe avant le résultat, et qu'on est dans la production de la création elle-même. Voilà. Et dans l'entreprise à mission, on définit ses actionnaires comme on le souhaite. Dans l'entreprise ESUS, il y a des engagements qui sont définis par un cadre. Donc, voilà, on a aussi des parties prenantes qui doivent monter le capital, etc. C'est quand même… Alors, le fait qu'on soit sur la société à mission, c'est une société. Premier point. Donc, la société, c'est une personne morale indépendante, un de ses associés, et qui a, en principe, lorsqu'elle est immatriculée, on va faire simple, et qui a un patrimoine, et ses associés sont détenteurs du capital. Dans les objectifs de la RSE, il y a notamment une partie qui est liée à la gouvernance et à la participation des salariés aux organes de gouvernance. C'est encouragé. Il y a également une participation à la création de richesses. Pour mémoire, la loi Pacte, sur ces aspects-là, a aussi d'autres dispositifs dont on ne parle pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'objet d'écrire toute la loi Pacte, l'heure n'y suffirait pas. Mais pour citer simplement deux exemples, c'est la composition des conseils d'administration qui est renforcée pour la mixité et notamment la direction générale aussi. C'est le partage de plus-value en cas de cession dans un cadre formalisé aujourd'hui qui est accessible à tout actionnaire. Donc là, on est vraiment dans un domaine où on essaye de marier
des choses qui sont a priori étrangères les unes aux autres. C'est pour ça que c'est finalement une invitation à penser le paradoxe, qui consiste à dire la société qui poursuit un but lucratif, la création de richesse dans l'intérêt de ses actionnaires, entendu aujourd'hui l'intérêt propre de l'entité, peut, avec cette modification, accéder à d'autres problématiques qui sont effectivement déjà identifiées dans les domaines mais qui sont des problématiques qui sont très liées à l'économie sociale et solidaire et qui ne parleront pas aux dirigeants des sociétés traditionnelles, lucratives et qu'on a citées tout à l'heure. En revanche, la société à mission permet d'accéder à ces problématiques et de les adapter, de les acclimater, si je puis dire, dans la recherche et de concilier l'intérêt social et l'intérêt général. Voilà. Et dans sur mesure. Parce que, voilà. Aujourd'hui, pour vraiment répondre à votre question sur est-ce qu'il y a des modes de financement spécifiquement dédiés, notamment à cette émission, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Peut-être que demain, s'inspirant d'économie sociale et solidaire, avec le regroupement, il y a un club des entreprises à mission qui est en constitution. Peut-être que c'est quelque chose qui va prendre du poids et qui générera aussi des moyens nouveaux et des financements nouveaux, des relations nouvelles, que sais-je encore. En fait, on est devant quelque chose dont le corps social, les acteurs économiques vont s'emparer aussi. Il y a tout un tas de choses qui sont assez gênantes pour les juristes qui analysent ces modifications parce qu'elles sont dans le droit, mais pas nécessairement très bien précisées au plan juridique, notamment sur les questions de responsabilité. D'accord ? Mais il faut reconnaître que tout n'est pas que droit. Le droit aussi sert à ça, à faire émerger des propositions, des préoccupations, à les structurer. Et demain, les acteurs économiques, les financeurs, les banques, les investisseurs peuvent se saisir de ça pour proposer des outils pour aider justement les entreprises à mission à réaliser leur mission, convaincus que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Les investisseurs aujourd'hui qui ont dans les décisions d'investissement social responsable des choix de quitter certains secteurs ou d'investir sur d'autres, notamment une banque, etc., sont des choix aujourd'hui sur des grands comptes et des grandes opérations d'investissement. Rien n'interdit de penser que, comme ça a pu passer sur d'autres sujets, notamment la gouvernance, les sujets par capillarité concernent de plus en plus d'entreprises et que chacun puisse demain être mieux compris dans sa démarche et plus aidé éventuellement, si c'était le cas, pour réaliser ces objectifs. On peut en tout cas ne pas l'exclure. Oui, et du coup, est-ce qu'il existe, par exemple, pour justement tous les dispositifs de soutien ESUS, des veilles qui peuvent être faites, des newsletters sur différentes solutions de financement d'incitation fiscale ou que sais-je, ou de fonds intéressés? Est-ce que vous prévoyez, vous ou d'autres, de réaliser une veille sur les dispositifs qui pourraient émerger et qui seraient fléchés vers les entreprises à mission? Alors, moi, je vais répondre pour notre cabinet. Nous, on a si vous voulez, dans notre activité de conseil, nécessairement une activité de veille. Tout ce que je vous ai évoqué, c'est des sujets aussi qui résultent de la lecture, non pas que des textes, mais aussi des commentaires des textes, et assez nombreux, avec beaucoup de points d'interrogation. Je suis navré, mais même le droit n'est pas complet, puisqu'on n'a pas ce décret d'application. Évidemment, la veille sur la suite de ces nouvelles règles, on sera obligé de le faire, et ça avec des aspects financiers, pas seulement juridiques, mais aussi opérationnels ou même métiers, parce qu'on peut avoir aussi une approche métier, parce que je pense que certaines lignes de service ou industries, etc., auront vocation à partager certaines pratiques. Mais là, vous avez des aspects concurrentiels qui peuvent arriver. Bon, le sujet ne fait que démarrer, si je puis dire, même s'il est sous-jacent, et s'enrichira de lui-même. On peut l'espérer, parce que on voit bien que le pire qui pourrait arriver aujourd'hui, ce serait que ces modifications répondent à ce qui a été évoqué par certains, savoir pourquoi faire ça finalement. Est-ce bien utile de compliquer le droit pour faire quelque chose qui soit est déjà fait, soit ne servira à rien, parce que certains détracteurs de la loi disent ça,
Les objectifs socio-environnementaux, on les a déjà avec la contrainte. Tout ce qui est compliance, tout ce qui est conformité sociale, environnementale, déjà très lourd pour les entreprises, et on ouvre un champ de responsabilité dont on mesure exactement l'ampleur avec des concepts pas bien définis, un peu généraux. C'est pas faux, mais en réalité, la question, ça sera aussi, et d'autres l'écrivent et je le partage, une source d'opportunité, parce que finalement, la responsabilité des dirigeants, qu'elle soit vis-à-vis de leurs actionnaires ou des tiers, aujourd'hui, elle n'est pas mieux définie. C'est-à-dire qu'on a des sujets qui ne sont pas toujours très, très bien approchés, mais la jurisprudence se charge de nous donner des grilles de lecture. Et je pense qu'il faut rappeler ici, ce qui est finalement implicitement à rappeler au travers de la modification de l'article 133, se soucier des conséquences environnementales et sociales. Comment doit-on faire? La loi ne le dit pas. Et ce que nous dit la jurisprudence, c'est qu'un dirigeant, essentiellement c'est dans le champ de compétences et de responsabilité donc des dirigeants que se situe ce sujet, mais pas seulement. Il y aurait d'autres sujets évoqués pour les actionnaires, mais pour les dirigeants qui ont le pouvoir de décider, quand est-ce que leur responsabilité sera mieux protégée? C'est quand ils auront été, on l'a dit tout à l'heure, diligents, donc acteurs, proactifs, pour prendre un vocable managérial, diligents et prudents. Et là, diligence et prudence, ça suppose pour un dirigeant de se renseigner, d'étudier les sujets, de consulter et de ne pas décider en lançant, si je puis dire, l'idée en l'air, ou le moins possible. Le juge aujourd'hui, quel que soit le domaine de responsabilité dans le monde de l'entreprise, est très sensible au fait de pouvoir démontrer, qu'on puisse démontrer avoir pris une décision en connaissance de cause, voilà, éclairée, de façon prudente, en ayant analysé les risques et les opportunités et avoir fait ça par notamment d'autres avis que le sien. Voilà. Et donc ça, cette démarche, aujourd'hui, si on la décline au travers de 1833, dans l'arbre de décision de nos dirigeants, quand j'ai une décision à prendre, est-ce qu'elle est bonne pour ma création de richesse, donc est-ce qu'elle est pro-business? C'est pour ça que on est vraiment sur une politique RSE, on va y venir plus que mécénat, est-ce que c'est bon pour le business? Est-ce que quelles sont les conséquences environnementales directes, indirectes, et sociales, directes, indirectes? Aujourd'hui, ce n'est pas une préconisation managériale de bonne décision pour produire de la richesse ou produire une bonne décision. Ce n'est pas une préconisation liée à une interprétation de la jurisprudence. C'est une démarche que la loi nous invite à faire du fait de la modification de l'article 1833. Donc, on n'a même plus à se poser la question de l'opportunité de conduire ce raisonnement, ou en tout cas plutôt de la raison pour laquelle on doit le conduire. C'est aujourd'hui dans le champ d'obligation du dirigeant. Et ça, c'est à mon sens une grille de lecture qui conduit après à un niveau d'exigence supplémentaire si on le souhaite et qui est lié à des objectifs managériaux. C'est pourquoi ne pas aller sur la raison d'être ou éventuellement sur le régime juste avec un agrément ou d'autres agréments. On a parlé tout à l'heure des démarches RSE. On sait tous qu'il y a d'autres agréments puisque une norme ISO, mais on peut avoir le souhait de s'engager dans cette démarche et on est à côté, on tutoie l'entreprise à mission, on est sur d'autres sujets et donc le dirigeant aura vocation à donner de la cohérence et du sens à tout ça pour, dans cet éventail de possibles, faire les bons choix. Et sur la veille, sur la partie ESU, je pense que la CRES peut pas mal vous aider aussi. Oui, la veille est très bien faite sur la partie ESUS, et en particulier pour la petite tranche ESUS qui correspond aux entreprises, donc à but lucratif. Et donc, je me posais la question s'il y avait une veille similaire qui était faite, mais je vais aller voir sur entreprisesamission.com. Oui, voilà. Et effectivement, il y a aussi un club des entreprises à mission qui se constitue ici à Nantes, en Pays de la Loire. Je vous invite aussi à le rejoindre. On pourra vous donner les coordonnées des personnes référentes pour que vous puissiez aussi bénéficier justement de tous ces questionnements, cette veille, cette matière qui existe sur les entreprises à mission. Merci à vous. On va terminer. C'était voilà, riche et on a encore plein de choses à vous raconter et on va continuer de suivre ce sujet. Donc,
Est-ce que vous avez, peut-être avant de finir, pour le mot de la fin, une suggestion, une proposition, une attente pour éventuellement une prochaine édition sur ces sujets ou sur d'autres? Moi, je trouve que sur l'aspect sanction juridique, est-ce que ça sera de l'obligation de moyens ou de l'obligation de résultats? Ça peut être sur la matérialité de la RSE aussi. Mais il y a encore plein d'autres sujets à traiter. On voit, en fait, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclairages, qu'au niveau juridique, c'est pas encore clair en tout cas, tout ça, tout ce sujet-là, toutes les conséquences que ça peut avoir. Parce qu'on parle beaucoup d'entreprises à mission, beaucoup d'entreprises disent qu'ils sont des entreprises en mission, mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, il y en a très peu, sinon aucune. Aujourd'hui, aucune en tout cas, à part la Maïf en 2020. Au sens de la loi Pacte, aucune, puisque par définition, aucune ne peut encore revendiquer ce label. Au sens de la loi Pacte, encore une fois, elle n'est pas encore complète, puisqu'elle attend un décret d'application. Donc, on peut l'être sur le papier, mais pas l'être au regard de la loi. Donc aujourd'hui, comme c'est un vocable qui est sous la mission, pas protégé, mais décrivant un régime juridique, ce serait audacieux de le revendiquer sans y être véritablement, sans être conforme par rapport à quelque chose qui aujourd'hui n'est pas rendu conforme possiblement. D'où la première étape d'aller définir sa raison d'être et de l'inscrire ou non dans les statuts. Enfin, il faut déjà réfléchir. Oui, je pense. Et sur les questions de responsabilité, je partage. On n'aura pas de certitude absolue dans la mesure où la loi précise, à l'occasion de la modification du Code civil, certains sujets sur la nullité de certains actes, puisque ce ne sont pas les deux seuls articles, 33 et 35, à avoir été modifiés, mais elle ne précise pas tout un tas d'autres sujets et sur lesquels la littérature juridique aujourd'hui s'interroge. Et la seule réponse que l'on aura viendra des juridictions, donc c'est dans quelques années. Donc on va avoir des hypothèses de travail et c'est là où il faudra faire preuve de prudence parce que tant dans la rédaction de la mission, que la raison d'être, des objectifs à suivre dans le cadre de la mission qu'on se donnera, l'allocation des moyens et la convergence d'intérêts ou la compatibilité de faire tout ceci avec l'intérêt social de l'entité, de la société, cet arbitrage-là, c'est à la fois quelque chose d'exigeant au début et d'exigeant en cours de réalisation de l'objet social. Et c'est pas simple parce que tout le monde sait que le métier du chef d'entreprise n'est pas simple et que la vie des entreprises n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On aura nécessairement, et c'est là une des difficultés, des contradictions entre l'allocation de moyens pour satisfaire des besoins premiers, d'équilibre financier, et des objectifs qui relèvent de la poursuite de la raison d'être. Les arbitrages risquent d'être compliqués, parfois. Le pari de la loi, c'est que ça soit convergent. Vous réalisez ce webinaire Digitali dans quel cadre et est-ce que vous prévoyez d'en faire d'autres au fur et à mesure que le décret va apparaître et que l'application va se mettre en œuvre? Nous, on réalise ce webinaire dans le cadre de nos activités, qui est d'accompagner les organisations sur la définition de leurs enjeux, l'impact qu'elles souhaitent avoir sur la société au niveau environnemental et social. Donc plutôt sur la définition de la vision, de la mission, des valeurs, et puis de définir des process pour intégrer toutes ces parties prenantes, puisqu'on est convaincu que l'innovation sociale ne peut se faire que dans une démarche inclusive. Ensuite, y compris des démarches d'accompagnement à la mise en place de process de mesure d'impact. Alors nous, ce qu'on souhaite faire, c'est, comme on le fait toujours, c'est travailler en écosystème et avec les acteurs experts sur ces sujets-là, parce qu'on ne peut pas considérer ces sujets sans être suffisamment dans une démarche d'expertise autour de ces différents enjeux. Donc, quand on a cet accompagnement, on le fait toujours avec des acteurs, comme c'est le cas ici, sur la volonté de solliciter des expertises sur le juridique, sur la notation, sur la mesure d'impact, et évidemment d'aller proposer un accompagnement complet et qui ne sera pas piloté à 100% par Digitali. Ça répond à votre question? Et l'idée de la partie, c'est aussi de poursuivre ce cycle
de webinaire. L'idée, c'était de voir si effectivement vous aviez un intérêt à suivre ce type de session, de vous écouter, de comprendre aussi quelles sont vos attentes pour les prochaines sessions qu'on pourrait réaliser, et de faire effectivement un cycle assez régulier autour de ces sujets qui sont des sujets d'innovation sociale pour servir aussi des grands enjeux auxquels on souhaite prendre part. Je ne sais pas si votre question s'adressait également à moi. Oui, mais, enfin, moi je partage le souci de vous évoquer, de suivre l'évolution de ces nouveaux textes et de cette nouvelle approche qui rejoint d'autres sujets qu'on avait déjà identifiés, bien sûr. Hein. On a tout un volet chez nous d'accompagnement juridique spécifique pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est depuis très longtemps que toutes les problématiques, notamment des organismes non lucratifs, font l'objet d'une démarche très spécifique, professionnelle, encore juridique, tant fiscale que juridique classique, accompagnement sur la structuration sociétaire, enfin, statutaire et autres, que nous accompagnons les clients de point de vue longtemps. Aujourd'hui, la performance extra-financière qui concerne des grands comptes fait partie du champ de nos préoccupations. Par capillarité, les sujets de conformité, on parlait tout à l'heure de la loi Sapin, les pratiques aussi. Moi, en dehors de ces aspects-là, quelle que soit la taille de l'entreprise, on retrouve ces sujets de la start-up à l'ETI, on a des sujets de gouvernance et les mécanismes, même s'ils ne sont pas obligatoires, nous permettent de pouvoir nous inspirer de certaines pratiques obligatoires, encore une fois, dans une démarche d'adaptation et d'adaptation efficace, pas d'adaptation qui produit soit de l'inefficacité ou pire, même le sentiment que c'est pour l'affichage et pas nécessairement utile. Donc, il faut avoir une démarche qui repose sur la conviction. Cette conviction, chaque dirigeant peut la partager plus ou moins. Et après, c'est définir les moyens de parvenir à atteindre les objectifs que le dirigeant se fixe. C'est quelque chose aujourd'hui qui doit être éclairé par un environnement législatif qui bouge beaucoup. Et là, on a parlé des éléments qui touchaient tous les dirigeants. Donc, oui, c'est pas quelque chose de ponctuel. Pour nous, c'est quelque chose de structurel et nécessairement de structurant. Et effectivement, ce n'est pas qu'un sujet qu'on peut accompagner sur les grands groupes, parce qu'on a tendance à, quand on regarde aussi le besoin d'expertise, d'éclairage sur tous ces sujets, quand on a une plus petite structure ou une start-up ou une entreprise de taille moyenne, on se demande si vraiment cette démarche, on peut l'intégrer, comment l'accompagner, etc. Et nous, on en est convaincus, parce que notamment moi, sur la partie d'accompagnement des startups, j'étais hier même chez un fonds d'investissement qui s'appelle 50 Partners, qui a récemment lancé un fonds d'investissement sur l'impact, 50 Partners Impact, et qui nous disait que de plus en plus, de toute façon, ils vont regarder des projets qui sont innovants, mais innovants socialement, parce qu'on est allé un peu trop loin dans l'effet innovation start-up, Silicon Valley, sans se soucier de tout l'impact négatif, les externalités souvent négatives aussi que ça a pu générer. Et les investisseurs souhaitent de plus en plus aller vers l'accompagnement de projets innovants et donc d'aller regarder tous ces sujets extra-financiers qui deviennent essentiels dans l'évaluation même d'un projet et l'envie d'aller les accompagner, devenir associés et contribuer à la croissance de la société. Oui, je confirme que c'est, avec les autres startups avec lesquelles je peux discuter, un sujet récurrent de trouver des soutiens, de l'aide, un accompagnement pour mettre en place opérationnellement les processus de mesure d'impact. La définition en amont, on est pas mal accompagné, il y a pas mal de soutien, et on parlait de la CRES tout à l'heure, par exemple, pour la définition de la raison d'être. En revanche, là où il y a un désert, je dois dire, c'est sur l'accompagnement, sur la mise en œuvre. Il ne s'agit pas simplement de définir quel impact on veut avoir, il s'agit aussi de pouvoir le mesurer et de l'inscrire dans la gouvernance et dans
dans le comité de direction, dans les instances quotidiennes. Exactement. Et là, il y a un désert. Là, effectivement, on ne trouve pas d'aide là-dessus. Alors, il faut à la fois de l'aide sur la définition compte tenu de son activité, parce que c'est matériellement, il faut être inspiré par d'autres, mais adapter le tout à soi. Oui. Et après, il faut de la formation. Oui. Je me permets juste de rappeler, c'est un mot qui est assez ancien, qui n'est pas du tout moderne, mais la formation, ça ne s'applique pas ça ne concerne pas que les salariés, ça concerne aussi les dirigeants. C'est-à-dire que parfois les dirigeants ont tendance à envisager la formation pour les autres. Et je rappelle que la formation est constituée à des formations d'administrateurs, je le fais aussi. La formation, c'est aussi savoir animer un projet comme celui-là, savoir reconnaître les potentialités chez des parties prenantes qu'il faut savoir aussi manager, parce que c'est pas simple. Et donc, pour ça, il y a des outils qui ne sont pas que juridiques. Il y a un peu de droit aussi, parce qu'il ne faut pas que ça contribue à une perte de sens ou de totalement déconnecté de la réalité juridique de l'entité, parce que ça, c'est le risque, c'est qu'on génère de la complexité le jour et de la complexité et de l'absence de clarté, de la confusion. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que par beau temps, tout va bien, mais si le temps, la mer s'agite un peu, ça peut devenir extrêmement délicat. Donc, il faut toujours avoir le souci juridique. Un petit peu, bien sûr, un prisme que je défends, mais je crois sincèrement pouvoir rencontrer des belles histoires comme des histoires qui tournaient mal, que si on néglige cet aspect-là, on commet parfois, mais on le voit à retardement, des erreurs qu'on regrette évidemment. Donc, il faut à la fois de l'opérationnel, du suivi, de l'accompagnement, de la formation, un regard juridique. Tout ça, c'est un mix de paramètres qui doivent être maîtrisés par les dirigeants, et être mis en œuvre, et pas seulement au démarrage, mais aussi suivi, adapté, s'adapter, modifier. De la même façon que la raison d'être, on n'a pas dit tout à l'heure, mais elle peut être modifiée. Elle peut être supprimée. Donc, en tout cas, ce sont des sujets qu'on doit toujours manager, donc vérifier que c'est adapté. Sinon modifier. Voilà, on va s'arrêter parce que l'heure tourne. On a largement échangé et dépassé, mais on prend note de vos suggestions, de vos remarques. On espère que ce webinaire vous a été utile. Merci Jean-François, c'était un plaisir de donner ce premier webinaire ensemble. Super. Et puis, on vous dit à bientôt. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir.